Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme aujourd'hui, la guerre, l'effondrement de la France, le temps des barbares. Je reçois Laurent Oberton. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour le tome 2 de Guérilla. On sait que vous avez déjà produit beaucoup d'ouvrages. On pense évidemment à La France Orange Mécanique, qui était le premier numéro d'un triptyque, j'allais dire. Ensuite, c'était La France Big Brother, puis La France Interdite. On peut d'ailleurs retrouver l'entretien sur tvliberté.com. Aujourd'hui, ce qui nous occupera, ce sera Guérilla 2, tome 2, donc après le Guérilla 1, évidemment, où c'était le jour où tout s'embrasa, on l'a dit. C'est donc désormais le temps des barbares. Après ces 72 heures où la France s'effondre, on va suivre l'état de la France, la déliquescence progressive de la France qui sombre donc dans le chaos. Restons avant tout dans l'actualité. Vous étiez à la Convention de la droite la semaine dernière. Éric Zemmour y a fait un discours particulièrement remarqué. J'ai envie de rapprocher ce discours et ce livre, du moins pour l'apocalypse quelque part qu'il décrit. Est-ce que vous diriez que vous êtes tout simplement dans un roman d'anticipation ou dans une prophétie autoréalisatrice ? Alors, autoréalisatrice, j'espère pas, mais c'est pas seulement un roman, c'est vrai. Ce roman est clairement calqué sur l'ère du temps, repose beaucoup sur un travail d'étude, alors pas seulement des guerres civiles, aussi des projections et des prédictions du renseignement, de l'état-major, de la police en assez haut lieu. J'ai pas mal de bons contacts aujourd'hui dans ces institutions-là, et donc qui m'ont permis d'avoir accès à des scénarios d'éventuelles catastrophes sociétale. Ce qui manque aujourd'hui au renseignement, c'est l'élément déclencheur. Pour moi, c'est un incident dans une cité sensible entre un policier et des jeunes trafiquants. Le renseignement parle aussi d'une hypothèse d'effondrement économique, énergétique. En gros, il y a quantité d'éléments déclencheurs possibles. On ne le connaît pas aujourd'hui, on ne peut pas le deviner. Mais le scénario, le déroulement de l'effondrement, là-dessus, tout un tas de scénarios sont élaborés, donc j'en ai pris quelques-uns que j'ai mixés dans ce livre. Donc il repose vraiment sur des données très tangibles, notamment l'état de tension dans laquelle se trouve notre société aujourd'hui. Notre société n'est plus une société cohérente, il n'y a plus de cohésion sociale. C'est plutôt quantité d'individus, de groupements communautaires. C'est un peu tous contre tous. C'est ce que je montre dans le livre. Là, ça tient parce que ça fonctionne encore, parce que tout le monde a encore quelque chose à perdre dans ce monde-là. Mais si jamais les lumières venaient à s'éteindre, ce sera chacun pour soi finalement. Est-ce que vous pensez finalement que la situation s'est gravement empirée ces dernières années, j'allais dire, ou est-ce que finalement les paramètres que vous mettez en avant dans l'ouvrage étaient déjà compliqués, j'allais dire, il y a une dizaine d'années? Finalement, est-ce que ce livre n'aurait pas déjà pu être écrit il y a une dizaine d'années? Alors, il aurait pu, mais je ne pense pas que les paramètres étaient à ce point dans le rouge, notamment d'un point de vue économique, d'un point de vue des institutions, d'un point de vue social. Là, on a affaire à des tensions aujourd'hui qui n'ont pas eu lieu dans une telle ampleur. Le problème des banlieues, par exemple, depuis 2005, n'a jamais été résolu. On sait même qu'il s'est aggravé. Il y a eu une immigration de quantité très importante. Le facteur communautaire est plus puissant que jamais. Donc vraiment, là, on est dans une situation extrêmement explosive. On le sent tous les jours. Il ne se passe pas une soirée sans que la police ou les pompiers soient pris dans des guet-apens, dans des cités sensibles. Donc vraiment, ils sont à bout, les policiers, on le sait. Manque de moyens, manque d'effectifs, manque d'à peu près tout, de considération évidemment. Tôt ou tard, un incident va arriver, un policier va sortir son arme, les cités vont s'embraser et on peut déboucher rapidement sur une situation comme celle-là, sur laquelle viendront s'ajouter évidemment le facteur terrorisme, qu'il soit d'ultra-gauche ou qu'il soit islamique, et l'État, en réalité très faible, aujourd'hui très puissant parce qu'il donne l'impression d'être omniprésent, mais en réalité, en effectif, il est très faible et il ne pourra pas faire face à une situation d'une telle ampleur. Alors justement, on a l'impression finalement que cet effondrement n'est pas dû à une seule cause, au contraire qu'il y a c'est multifactoriel finalement et que
On pouvait penser peut-être avec Guérilla 1 que le point qui allait vraiment poser problème, effectivement, c'est cette racaille islamiste, j'allais dire, pour caricaturer un peu le trait, comme on a vu dans la commission des attentats notamment. Là, on voit qu'il y a vraiment une corrélation de faits qui engendre cet effondrement. Oui, en fait, il n'y a pas une seule fracture dans la société française. Il n'y a pas d'un côté, on ne peut pas dire l'immigration ou l'islam et la société française traditionnelle. C'est pas du tout ça. Il y a une multiplicité de fractures au sein de la société française traditionnelle, y compris, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on sait très bien qu'entre ce que j'ai appelé Big Brother, c'est-à-dire l'État, l'administration, le pouvoir, les médias, le milieu universitaire, tous les secteurs qui comptent, tous ceux qui ont accès à l'expression publique, c'est-à-dire aux écrans, aux médias officiels, entre la morale de ce monde-là, qui est pour le vivre ensemble et le progressisme, etc., et tout est une chance et une richesse et tout ira mieux demain, et la réalité vécue par la France dite d'en bas, c'est-à-dire la France populaire, la France des Gilets jaunes, la France qui se prend le vivre ensemble tous les jours dans la figure, il y a un écart moral qui ne cesse de grandir, une incompréhension qui est immense, et vraiment, je ne vois pas comment on pourrait combler cette rupture aujourd'hui. Les deux France vont chacun de leur côté, et il y a au milieu de ça quantité de tensions et de désordres de plus en plus visibles. Il y a une insécurité qui est devenue complètement hallucinante. Les derniers chiffres ne sont pas bons, qui vont être publiés en décembre de cette année, sont vraiment extrêmement mauvais. Ils n'ont jamais été aussi mauvais, notamment des violences aux personnes. Donc, quand vous avez... sans but, je crois d'ailleurs, sans objectif oui, de vol. Oui, les violences dites gratuites, c'est-à-dire non crapuleuses, on se fait plaisir, une cigarette, un regard, on va trouver tout un tas de prétextes qui n'en sont pas, et qui vont déboucher sur des passages à tabac de plus en plus violents, qui se traduisent souvent d'ailleurs par des homicides ou des coups et blessures ayant entraîné la mort, etc. Toujours... dans une impunité relative, puisque le code pénal vis-à-vis de ces actes-là n'est pas appliqué. La justice en France ne respecte plus le droit depuis des années. Elle prononce des peines qui sont toujours très inférieures à ce que prévoit le code pénal, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison que cette ultra-violence, que cet ensauvagement trouve des limites. Donc cette somme de lâcheté et de renoncement au quotidien fait qu'on arrive à une situation explosive. Justement, vous diriez qu'on en est où sur l'échelle de Richter, j'allais dire c'est très difficile à poser le moment, l'instant T. Ça, le renseignement vous le confirmera. C'est-à-dire qu'on a une fourchette de temps de quelques années. Gérard Collomb disait 5 à 6 ans, le seuil des réversibilités. C'était déjà il y a un an. On ne peut pas savoir exactement à quel moment ça peut arriver, cette réaction en chaîne peut avoir lieu, mais en tout cas, clairement, on est déjà entré dans la phase critique. Tous les éléments du drame sont en place et il manque plus que cette étincelle. Alors, on est allé demander justement aux Français, on s'est dit peut-être que Laurent Oberton voit tout en noir. On est allé demander aux Parisiens s'ils croyaient à l'hypothèse d'une guerre civile. Y a-t-il un risque de guerre civile en France? Pas dans l'immédiat. Après, je ne suis pas voyante, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il adviendra de nous d'ici des centaines d'années ou, je ne sais pas, 50 années. Oui, bien sûr. Notamment du fait de l'importance, par exemple, que prend certaines religions, dont l'islam, actuellement. C'est parfaitement envisageable. Je suis pas sûr qu'en France, on arrive à guerre civile, non. Je suis pas sûr. Pas pour le moment. Là, le risque, disons, qu'on encourt le plus rapidement, c'est le climat qui risque d'être le principal problème dans les futures années. Donc je dirais, les gens qui sont le plus touchés, les gens qui n'ont rien, les gens qui ont été le plus touchés par ces catastrophes-là, les vagues de migration, etc. Et les gens qui ont des choses et du coup ils vont se battre pour les dernières ressources. On peut rencontrer des difficultés dans la société. Vous avez quand même un tiers des musulmans de France qui veulent la charia demain. C'est une enquête très, très officielle, ce n'est pas du parti pris. Et ça me paraît difficile de vivre avec ça. Sous couvert religion, sous couvert politique, mais il y a un fond qui est très malsain en ce moment, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression que ce sont les plus jeunes qui sont les plus tranquilles, on va dire. Les plus âgés, en revanche, eux,
sentent une petite musique qui s'aggrave. Et ça m'a fait penser finalement qu'on arrivait à une nouvelle génération, à 2 nouvelles générations qui peuplaient la France, qui finalement n'avaient pas connu la guerre sur leur propre sol. Alors que ces personnes âgées, elles, potentiellement, avaient dû vivre avec un conflit sur le territoire. Et je pense que finalement, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais ça crée une grosse différence dans les mentalités. Oui, et en plus, l'ancienne génération a tendance à être plus conservatrice dans ses votes, c'est-à-dire plus prudente, on va dire, à voter plutôt pour ce qui est présenté par les grands médias comme les partis les plus institutionnels, respectables, enfin ceux qui seraient les plus à même d'assurer la continuité de leur retraite sans trop de problèmes, sans remous sociaux. C'est vrai qu'il y a un décalage vraiment à tous les niveaux, hein, quand je le dis, ce décalage d'âge, de morale, de perception des choses qui est complètement hallucinant. Là, on vient d'avoir un aperçu aussi du décalage qui existe souvent entre l'urbain et le rural, c'est-à-dire que la perception des choses n'est pas du tout la même selon qu'on est parisien ou provincial. Certains voient des dangers, d'autres n'en voient pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, on a tellement été habitués depuis toujours à notre situation de confort qu'on a l'impression que c'est un acquis qui est absolument immuable. La société, pour nous, elle va de soi, on l'a toujours connue. On a notre petite température constante, on a notre nourriture, on a tout ce qu'on veut, on est dans notre course à la consommation et on ne voit pas qu'on est dans une réalité parallèle, dans une société qui est complètement artificielle, qui repose sur un énorme investissement de tous les instants, considérable, et que tout ça n'est peut-être pas un acquis définitif, et que si jamais un grain de sable venait à enrayer la machine, c'est la théorie du chaos, vous frappez le réseau à un endroit qui est fragile, un point de fragilité, et tout peut se rompre, et les conséquences peuvent être incalculables et très rapides. Et là, des créatures humaines domestiquées, qui ont connu ce confort perpétuel depuis leur plus tendre enfance, ne sont pas du tout prêtes à survivre, à faire face à ce monde-là. Alors ça m'amène justement à la question suivante. Je me suis demandé finalement, tout cela va très vite, qu'il s'agisse de guérilla 1 ou guérilla 2, tout s'effondre très rapidement finalement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi un scénario selon lequel, c'est un peu l'histoire de la grenouille que l'on plonge dans l'eau et qu'on chauffe à petit feu, est-ce que finalement on ne va pas tout droit vers l'effondrement, mais un effondrement insidieux, progressif, tellement progressif que finalement on sera plongé dans le chaos sans même s'en rendre compte? Je pense en fait que nous le sommes déjà dans cette situation-là. Nous sommes dans notre espèce de bain amniotique, comme je le disais, une température très stable, très confortable, un peu aveugle, un peu sourd. On est très bien ici. On ne veut surtout pas qu'il se passe quelque chose. On ne veut pas avoir froid, on ne veut pas d'angoisse, on ne veut pas de confrontation. Donc on vote pour ceux qui promettent que cette situation durera encore longtemps. Mais dans la réalité, malheureusement, tout d'un coup, on va être propulsé à l'extérieur. Cet extérieur, on ne le connaît pas, il fait peur, il est angoissant, c'est la vie. C'est pas facile toujours de faire face à ça, mais on peut se retrouver dans cette situation. Et vraiment, nous ne sommes pas prêts, ça c'est sûr, parce que quand on est dans notre situation, on consacre tout à notre situation sociale, nos amis, notre carrière, enfin tout un tas de choses qui sont assez abstraites, et on ne se rend pas compte que tout ça peut basculer vraiment du jour au lendemain, et que là, pour le coup, la nature humaine, quand elle est privée de son cadre légal, institutionnel, de son dressage habituel, peut devenir absolument épouvantable. On parle de guerre civile, mais le terme est assez impropre. Je pense que c'est plutôt la guerre de tous contre tous. Ça veut dire chacun pour soi, une guerre globale, et là la violence peut arriver de partout à la fois, et des individus même qui auront fait de grandes professions de foi concernant leur bonté, leur écoute de l'autre et leur amour de leur prochain, dans ces situations-là, je pense, pourront se révéler pas du tout à la hauteur de ces scrupules. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait. On avait reçu Piero San Giorgio, qui connaît bien le survivalisme, et il évoquait justement la mise en place de tous ces paramètres qui pouvaient potentiellement exploser. Je crois que l'effondrement, on y est déjà. On y est déjà d'un point de vue économique, où on voit que de plus en plus, ce qui fait tenir l'économie globalisée est de plus en plus fragile. L'effondrement moral, mental, il est déjà consommé. La violence urbaine, criminelle, elle est déjà présente et elle est exacerbée par ces problèmes économiques et les problèmes que nous apportent l'émigration amenée par les déstabilisations qu'amènent les guerres pour les ressources, comme je les ai décrites dans mon premier livre. Aujourd'hui, les guerres globales sont arrivées chez nous. Et nous n'en sommes qu'aux prémices, nous n'en sommes qu'au début.
Alors, l'effondrement, il est pour moi complètement en cours. Et il va en s'accélérant. Et donc, tout en souhaitant qu'on puisse le contrôler et qu'on puisse l'éviter, à mon avis, il est plus urgent que jamais de se préparer. Et justement, cette approche du survivalisme, qui n'est pas la survie à tout prix, mais qui est au contraire le fait d'être un adulte responsable qui prépare l'avenir, pour lui-même, pour ses enfants et pour les gens qui l'entourent. Toute personne préparée et qui fait cet effort de compréhension de la réalité et qui se prépare en espérant le meilleur, mais en préparant peut-être le pire, eh bien, ajoute quelque chose de positif et qui participe à limiter cet effondrement dans lequel nous sommes, à mon avis. Alors dans ce Guérilla 2, finalement, on retourne vers les instincts propres de l'homme. On parlait tout à l'heure, on oscille un peu entre le syndrome de Stockholm, une zombification des humains par ce dressage que vous évoquez. Là, on fait un peu la marche arrière, forcément, la marche forcée. Finalement, est-ce qu'il va falloir en arriver là pour que l'homme renoue avec ses propres instincts ? Honnêtement, j'espère pas, parce que comme je l'ai dit, personne à mon avis n'est prêt. Même si on prend des mesures, même si on se prépare, on fait tous les abris qu'on veut, toute la préparation physique et mentale qu'on veut, on est quand même vraiment à la merci des événements dans une situation pareille, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des phénomènes de pollution massive, des maladies, des gangs armés, enfin des choses contre lesquelles un individu seul ne peut pas lutter. Évidemment, la situation serait un retour, pour le coup, de la sélection naturelle, mais épouvantablement drastique. Et il y aurait des coupes franches assez phénoménales dans la population. Donc, je ne sais pas, moi, je ne souhaite pas du tout qu'on en arrive là, mais peut-être qu'on revienne, un peu comme l'a dit Piero San Giorgio, à la responsabilité individuelle, qu'on se rende compte de notre situation, qu'on s'interroge peut-être sur son sens profond et sa raison d'être, notre place dans cette société et le fait que nous allons y sacrifier notre existence entière, finalement, à cette place. Qu'est-ce que ça vaut ? Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu le hamster qui court dans sa roue pour rester à la même place. On a notre confort, on est content, mais on ne voit pas plus loin. C'est un peu dommage et en cela, évidemment, on se fait violence. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un tel degré, une quantité de gens dans la société occidentale qui sont profondément mal à l'aise et déprimés parce qu'ils ont perdu finalement ce rapport à leur nature propre, en acceptant de s'aliéner complètement à ce système, à refuser leurs responsabilités et à subir, je ne sais pas, être le jouet des publicités, de la communication, des médias, perdent de vue la profondeur de la nature humaine. Donc évidemment, moi j'espère trouver une sorte de solution intermédiaire entre l'hyper-domestication dans laquelle nous sommes aujourd'hui et la possibilité d'une rupture complète et d'un retour à la préhistoire finalement, un retour sauvage. Nous sommes un peu programmés pour ça, mais beaucoup des nôtres ont malheureusement perdu toute trace de programme à mon avis. Et je pense que, comme l'a dit Piero San Giorgio, on voit les choses s'effondrer, mais quantité de nos contemporains le voient dans un état de sidération, c'est-à-dire que tout s'effondre autour d'eux, ils ne veulent pas le voir et ils font comme si de rien n'était. J'essaie de le décrire dans ce livre, on le voit souvent lors des attaques terroristes, quand il se passe quelque chose, on voit des victimes qui, au lieu de fuir, de se défendre, de réagir, eh bien finalement attendent dans un état de stupeur totale parce que leur cerveau ne permet pas à cette réalité-là de s'incarner. C'est assez stupéfiant, mais quand on est comme ça dans un dogme, dans une raison d'être et qu'on y sacrifie jusqu'à sa logique, jusqu'à sa pensée, et c'est aussi pour ça qu'on est dans cette espèce d'état de renoncement et de passivité assez hallucinant face à la réalité qui nous rattrape à grands pas. Alors il y a une critique aussi finalement de la résignation, notamment dans l'ouverture qui est assez violente, puissante de ce Guérilla 2. Finalement, on se rend compte que les gens peuvent courir à la mort ou avancer lentement justement vers la mort de manière totalement stoïque. Mais pour autant, dans votre livre, quand on se rebelle, on n'a pas l'impression que le salut est au bout du chemin pour eux non plus. Donc finalement, on a un peu cette impression d'impasse et qu'on est déjà allé trop loin pour que quelque initiative qui sorte des rails puisse réussir.
Alors, c'est vrai que, comme je le disais, malheureusement, la situation est à un tel degré de déliquescence que même si on échappe à cet état de sidération, même si on est lucide maintenant, dans une telle situation, on ne sait pas où on sera à ce moment-là. On sera probablement au mauvais endroit au mauvais moment, parce que c'est une question aussi de chance, de réussite, et un individu seul face à un tel système ne peut pas gagner. Ce serait mentir de dire qu'effectivement, pour l'estime de soi, c'est toujours mieux d'être prêt, d'être responsable, d'être entraîné, je ne sais quoi. Mais en réalité, on est dépendant et tributaire des événements. Donc peut-être que la meilleure solution serait de faire en sorte que cette situation n'arrive pas, de réagir avant, justement, de par peut-être notre influence, notre rôle au quotidien, en essayant d'éveiller des gens, de les sortir de leur état de demi-coma, et de leur mettre la tête dans la réalité, en fait, pour qu'ils s'en aperçoivent, et peut-être qu'on puisse inverser cette tendance qui est très mal engagée. Alors il y a quelque chose aussi d'assez visible dans le livre, c'est l'explosion de la communauté, l'explosion de la famille. On voit un journaliste qui se réfugie dans un local LGBT, il est marié, finalement il pense très peu de temps à sa fille, il pense très peu de temps à sa femme, ou alors il y pense plutôt dans des propos négatifs. On se rend compte que ce sont essentiellement des hommes isolés ou des femmes isolées, mais que il n'y a plus vraiment de communauté, de lien entre les hommes, de lien entre les gentils, j'allais dire, entre guillemets, pas plus qu'entre les méchants, finalement, qui s'entretuent également. Comment vous expliqueriez justement cette mise en scène, cette explosion de la communauté vers l'individualisme total ? C'est vrai que la décohésion de la société relève de la décohésion du clan, de la famille, de tout un tas de structures anthropologiques qui étaient très bien établies et qui aujourd'hui ne sont plus ou sont en voie de disparition. Je pense que, évidemment, Big Brother a tout intérêt à cela. Un individu anxieux et isolé est une proie parfaite pour lui, alors que des individus qui ont d'autres allégeances, notamment familiales ou des allégeances morales différentes, n'est pas aussi malléable et aussi corvéable à merci et aussi contrôlable. Donc, bien évidemment, on a, je pense, le média de masse a intérêt à cela. Et je pense qu'il fait assez bien son travail de sape en la matière, notamment avec ses fictions, avec sa production culturelle, avec ses publicités, pour montrer que finalement ces anciennes valeurs qui étaient le socle de notre société sont complètement aujourd'hui dépassées, voire réactionnaires, à la limite du fascisme. Enfin tout ça, c'est le monde d'Éric Zemmour, c'est pas celui de Big Brother dans lequel tous les individus sont isolés, uniques, radieux, des consommateurs parfaits, vers le vivre ensemble, merveilleux. Enfin voilà, les lendemains chantent toujours, c'est toujours demain, c'est jamais aujourd'hui, mais ça finira par arriver. Et je pense que voilà, cette décohésion conduit les individus à ne plus pouvoir résister, à ne plus pouvoir s'organiser. Un individu aujourd'hui, il a besoin d'avoir la confirmation de lui-même dans ses contemporains, et aujourd'hui, il ne l'a plus. Tout le monde se méfie de tout le monde. Les Français n'ont plus confiance en rien, c'est-à-dire pas seulement les médias, les politiciens, mais de moins en moins en la police, en leurs voisins, en leurs collègues. C'est vraiment, je pense, le fait communautaire en France. Ça, c'est un sociologue américain qui avait fait des études là-dessus, qui s'appelait Robert Putnam, qui a montré que dès qu'on introduisait dans une population homogène un facteur de diversité, c'est-à-dire des communautés étrangères, on avait une chute très rapide et spectaculaire de la confiance des individus envers les autres communautés, mais aussi envers leur propre société, envers leurs voisins, et que finalement chacun se repliait sur lui-même, et c'était chacun pour soi. Parce qu'à partir du moment où vous donnez l'avantage à certaines communautés revendicatrices, eh bien, vous détruisez le contrat social, c'est-à-dire que chacun est égal devant l'État, devant l'administration. Et à partir du moment où vous jouez ce jeu-là, tout le monde va essayer de tricher, puisque certains le font et gagnent plus que d'autres. Donc évidemment, la société va devenir, c'est l'anomie, chacun va tirer la couverture à lui, et évidemment, quand il n'y aura plus de police, quand il n'y aura plus de normes sociales, on va se rendre compte du visage très égoïste de chacun, encore une fois dissimulé aujourd'hui par tous les beaux discours de bonté et de bienveillance. Alors justement, tous les beaux discours de bonté et de bienveillance de Big Brother, et finalement, si dans le tome 1, on voyait le président de la République qui se faisait lyncher finalement à mort, j'ai trouvé que dans ce tome 2, l'élite s'en sortait bien finalement. Il n'y a pas énormément d'allusions à elle d'ailleurs, on imagine qu'elle est partie, tout simplement.
et que c'est les citoyens qui restent là et qui prennent la situation en pleine poire, j'allais dire, pour être trivial, c'est un peu dur, c'est un peu cynique, ça. Alors, l'élite, c'est un peu le syndrome du Titanic, c'est-à-dire que si certains ont les moyens de fuir, ce sont ceux qui sont dans les classes supérieures. Parce qu'ils ont déjà des appartements de par le monde, la plupart du temps, sont des citoyens du monde. Ils passent leur temps à le répéter, donc eux, il n'y a pas de problème. Si jamais la situation s'aggrave, c'est pas si grave. La France, c'est une destination parmi d'autres. Par contre, évidemment, ceux d'en bas de l'échelle, comme on l'a dit, la patrie, c'est le seul bien des pauvres, on le sait très bien, le territoire et la terre a pour eux une importance vitale. Et beaucoup de Français ne seraient pas prêts à partir et préféreraient mourir sur leur propre sol. Ça existe encore. Donc, les conséquences d'une telle crise, évidemment, seront très différentes selon que l'on a les moyens, aujourd'hui, de vivre d'ailleurs dans des quartiers protégés avec des sas d'entrée blindés, etc. Enfin, tout un tas de choses qui permettent de modérer les conséquences du vivre ensemble de manière très efficace, ce que les Français modestes n'ont pas les moyens de faire. Donc encore une fois, il y aura ce déséquilibre et ceux qui ont plusieurs coups d'avance dans cette vie-là en auront plusieurs coups d'avance dans la situation de guérilla 2. Donc c'est vrai que c'est cynique, hein. Finalement on laisse à l'abandon les petites gens, mais ça a toujours été comme ça et je crois que c'est pas prêt de changer. Alors dans le livre, évidemment, on retrouve les portraits piquants, j'allais dire, de nombreuses personnalités entre antiracisme poussé au paroxysme, anti-discrimination envers les LGBT, néo-féministes et compagnie. Et pour autant, j'ai trouvé que dans cet ouvrage, comme dans le précédent d'ailleurs avec la figure d'Alice, vous étiez très indulgent vers les femmes. C'était finalement celles qui s'en sortaient le moins mal sur le plan humain, j'allais dire. Finalement, c'est vous le vrai féministe. Je ne sais pas, ce serait beaucoup dire peut-être, mais c'est vrai qu'il y a sûrement une résilience qui est globalement insoupçonnée chez les femmes, qui est particulièrement marquante dans l'étude des guerres civiles. Quand vous étudiez les guerres civiles en Bosnie, par exemple, en Russie, on se rend compte qu'il y a une résilience de la mère de famille, notamment, qui est assez impressionnante face à de telles situations. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression un peu romantique de fragilité, de psychologie fragile, de s'en remettre au mal viril pour traverser de telles tempêtes. Mais en réalité, je pense qu'il y a la fameuse eau qui dort et il y a beaucoup plus de force et de résilience chez l'individu qui, par excellence, incarne la continuité, la transmission du vivant, que chez l'homme qui, lui, finalement, est un peu l'être de l'instant et du sacrifice parce que lui, pour sa propre gloire de l'instant, il est capable de se sacrifier et de mourir et d'en sacrifier des centaines de milliers de ses semblables. Finalement, ça vaut beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si c'est un ouvrage féministe, mais c'est vrai qu'il y a... Peut-être pas jusque-là quand même. Mais... Peut-être pas, mais il y a cet aspect-là, c'est vrai. Alors un autre point que j'ai soulevé, on sait que la France s'est embrasée, tout s'effondre, plus rien ne fonctionne, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Les pays du monde aux alentours alliés, souvent, connaissent l'état du pays et pour autant personne n'intervient. Est-ce que finalement, là aussi, vous tirez la sonnette d'alarme sur le fait que la France ne compte plus pour personne ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, évidemment, ça n'aurait pas été possible. La France était une puissance incontournable. Aujourd'hui, on sent très bien que elle a perdu un peu de valeur. Et comme tous les individus dans un groupe fermé, quand vous perdez un peu de valeur, vous n'êtes pas loin de la disgrâce. Et finalement, la porte de sortie est très proche. Et là, très clairement, économiquement, la France n'a plus une position de tout premier plan, à peu près tous les points de vue, hein, d'ailleurs, pas seulement économiquement. Mais en tout cas... on pourrait se passer du client France, ça c'est sûr. Les économies voisines s'en trouveraient même renforcées, puisque évidemment il faudrait compenser cette perte. Et peut-être que ce serait une opportunité fantastique à saisir pour les économies voisines. Évidemment, au début, il y aurait un choc à absorber, parce que la production, notamment énergétique française, la production en termes d'électricité, si elle venait à être interrompue, plongerait la moitié de l'Europe occidentale dans le noir ou dans de graves problèmes d'approvisionnement en électricité. Mais une fois que tout ça serait résorbé, il n'y aurait peut-être pas une précipitation
tel qu'on a tendance à le croire aujourd'hui, à intervenir en France. On dit toujours les Américains débarqueraient le lendemain. C'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que dans les années qui viennent, ce le sera de plus en plus puisque vous avez le contrepoids de la Chine, le contrepoids de la Russie, vous aurez des tractations diplomatiques assez intenses derrière. Et voilà, tout le monde n'a pas envie de se jeter dans un guêpier pareil, surtout que contre qui se bat-on ? On ne le sait pas, puisque c'est la guerre de tous contre tous, qu'il n'y a pas de faction constituée, c'est pas un clan contre un autre, donc c'est très périlleux d'engager des troupes régulières dans un tel, passez-moi l'expression, un tel merdier. Donc il faut évidemment attendre de voir ce qui se passe, et c'est là que vous avez sûrement des individus habiles qui peuvent essayer de reconstituer ce qui reste du gouvernement français, de l'armée, pour tirer les marrons du feu et sur la crise prospérer, comme ça a toujours été le cas aussi. Alors justement, là on raconte la fin de la France, mais pour autant, à plusieurs reprises dans le livre, il y a des allusions à l'Occident, et c'est pas seulement la France finalement qui décline, mais bien l'Occident pour vous. Ah bah oui, parce que là clairement, on est pour le coup, il n'y a pas de frontière dans la déliquescence. C'est que tous les pays voisins, tous les pays occidentaux développés connaissent à peu près les mêmes turpitudes morales que la France aujourd'hui. On est tous à peu près dans le même schéma, la course à la communication, la consommation, la mondialisation. La même morale progressiste que c'en est même un peu désespérant, parce que partout où on va, les élites pensent exactement la même chose, elles le répètent de la même manière par tous les moyens à leur disposition. Partout où on va, on sent bien que les Zemmour sont des méchants qu'il faut faire taire et qu'il faut réduire à leur plus simple expression, c'est-à-dire ils ont le droit de parler, hein, c'est pas une question de liberté d'expression, mais dans leur salon, c'est mieux, tout seul. Donc c'est comme ça qu'on réduit la parole en France. Oui. Exactement. La censure est habile parce que c'est pas la liberté d'expression, c'est l'équité d'expression qu'on vise. Et quand un régime qui a des moyens médiatiques considérables, des dizaines de millions d'auditeurs par jour, peut parler aux citoyens et que l'opposant ne le peut pas, voilà, on a gagné sur toute la ligne et personne ne mesure ça, que c'est en invisibilisant les adversaires qu'on les fait taire de la manière la plus efficace. On ne s'en prend pas à eux, on empêche le public de les écouter. C'est assez habile et ça marche très bien. Donc tout ça pour dire qu'on retrouve le même schéma dans tout l'Occident aujourd'hui. Je parle de la France dans ce livre parce que peut-être c'est le pays économiquement et socialement le plus à risque, clairement, parmi les grandes nations européennes aujourd'hui. Mais évidemment, nos voisins, c'est pas beaucoup mieux. Vous allez en Belgique aujourd'hui, vous verrez que la situation est très, très préoccupante, si ce n'est plus. Alors on va évoquer à présent le dernier volet, le survivalisme, puisque finalement c'est un thème à part entière dans cet ouvrage. Donc on l'a dit, la France explose d'abord avec de la criminalité, il y a ensuite plus d'électricité, plus d'eau évidemment, plus de carburant. Donc quand il n'y a plus d'électricité, effectivement on ne peut plus faire le plein d'essence. Quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de stations d'épuration. Donc c'est une réaction en chaîne évidemment que les gens n'imaginent pas forcément. Avant d'évoquer ce point-là, on va écouter encore les Parisiens qui ne sont pas tout à fait dans le survivalisme. Qu'est-ce que vous feriez si jamais demain, à Paris, il n'y a plus d'eau ou d'électricité ? Je m'en irai, je partirai. Voilà, si simple que ça. Ce serait très compliqué. Pour l'électricité, même la bougie, ça ne suffit pas parce qu'on a plein d'appareils électriques. Même plus de téléphone. Ça deviendrait très, très, très compliqué. Honnêtement, ça va peut-être paraître un peu personnel, mais je pense que je vais dans un magasin et que je chope les dernières ressources qu'il y a attrapées et je les garde pour moi. Je pense que dans une situation comme ça, il vaut mieux être en campagne. Je pense qu'en ville, il y a plusieurs chances de rencontrer des personnes malveillantes et donc il vaut mieux être en campagne. Combien de temps est-ce que vous pensez pouvoir tenir ? Une journée. Je laisse pas plus d'un mois à Paris. Un mois, c'est déjà énorme. Tout le monde se taperait dessus après. Comme ça ? Oh, je m'habituerai. Aucun problème. Quand je suis chez moi, je suis muni. Quand je suis chez les autres, ça dépend quand je suis. Mais généralement, chez moi, je suis paré pour une période assez importante. Est-ce que vous connaissez les gens qui font du survivalisme ? Pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est. Ils ont un peu raison, mais c'est vraiment poussé à l'extrême. Est-ce que ça va vraiment arriver, ce genre de situation ? J'en suis pas sûr. C'est intéressant, faut savoir être prêt à tout dans la vie.
S'il y a une guerre nucléaire, avoir un abri pour tenir 2 semaines de plus n'aura pas beaucoup d'intérêt et je m'en fous. Et vivre sa vie en fonction de ce genre d'hypothèse n'a aucun sens. Bah, je pense que ils seront le mieux préparés quand ça arrivera, parce que ça risque d'arriver un jour. Hein. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'on a une vie très éloignée de la réalité et du concret. Donc ça fait revenir au concret, c'est bien. On est surtout en ville, à la campagne un peu moins quand même. Voilà. Bon, il y a quand même une idée qui ressort plusieurs fois, c'est qu'on serait mieux en ruralité plutôt que dans la ville. Bah, voilà, en fait, les endroits dépeuplés, les endroits où il y a le moins de monde, on a l'intuition qu'ils causeront moins de problèmes, parce qu'on sait très bien d'où viendra le problème. Le problème viendra de nos chers semblables. Parce qu'une fois qu'ils sont privés justement de cette espèce de vernis social, des conventions, une fois que les conventions sont fragilisées, l'être humain peut devenir absolument n'importe quoi. Et on a cette intuition quand même. Donc ça veut dire que quand même, dans le cerveau reptilien profond des individus, on sait que la situation qu'on vit aujourd'hui dans des villes, de croiser des inconnus, des centaines de milliers de visages inconnus tous les jours, n'est pas tout à fait normal, et qu'on fait des efforts en fait pour faire ça, pour vivre dans un métro bondé sans devenir fou, et ça demande vraiment une prise sur soi. Donc on sait très bien qu'à la campagne, il y aura aussi moins de pollution, l'accès à l'eau encore à peu près potable sera encore possible dans une certaine mesure. Mais comme je le montre dans le livre, les ennuis dans une telle situation arriveront absolument partout. Et voilà, les êtres humains, poussés par la panique et un égoïsme fondamental, se précipiteront sur les ressources, massacreront quiconque s'opposera à eux. Enfin, c'est des situations, même si, comme je le dis, on peut avoir un coup d'avance ou deux, on peut avoir la carabine du grand-père, ou on peut avoir un puits dans le jardin, c'est peu de choses face à la déferlante de la situation. Et encore une fois, il faut être au moins mauvais endroit, au moins pire moment pour avoir une chance. Parce que même si on a un très bel abri anti-atomique chez soi et qu'à ce moment-là, on est à 200 km de chez soi et qu'on signe un contrat, eh ben, on n'aura pas le temps de revenir et de profiter de notre superbe installation. Donc ça tient à tellement de paramètres que c'est un jeu un peu hasardeux quand même. Alors justement, on voit bien dans l'ouvrage, il y a une maison d'un survivaliste ou d'une famille survivaliste avec plein de vivres, mais cette maison, elle est vide. Et ben voilà, donc lui, il était au mauvais endroit au mauvais moment, donc il n'a pas pu profiter de sa préparation, et ce sont d'autres qui vont en profiter pour lui. Et malheureusement, c'est ça aussi, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que on peut être un demi-survivaliste, avoir un pied dans cette société-là, c'est-à-dire une carrière normale et tout ça. De l'autre côté, amasser des vivres, des informations. Évidemment, on aura un coup d'avance, mais ça ne veut pas dire qu'on pourra être maître de notre destin. Ça, ce serait donner beaucoup trop d'espoir en fait à cette comment dire, présomption des choses. Alors il y a presque un personnage, je trouve, qui se détache, c'est l'État, et qui a plusieurs facettes finalement. Il y a l'État qui va essayer de rétablir plus ou moins la situation avec j'allais dire des fonctionnaires, mais c'est pas exactement ça, une partie de l'armée qui va essayer de la rétablir. Et puis il y a aussi l'ancien patron de la DGSI, qui reprend finalement un peu les rênes du pays, qui prend le parti, en gros, de laisser tout s'effondrer. Ça m'a fait penser un peu au patron, l'ancien patron de la DGSI, Patrick Calvar, qui expliquait pendant les commissions d'enquête parlementaires sur les attentats du Bataclan que les risques principaux étaient les groupuscules d'extrême droite. C'est une espèce de décorrélation, un déni de réalité permanent qui permet de continuer à avancer finalement. Oui, et aussi permet d'avancer et de renforcer, l'air de rien, le pouvoir et le contrôle. Parce qu'à chaque fois que vous accusez comme ça des ennemis, fussent-ils imaginaires, à chaque fois que vous avez des actes terroristes ou des actions comme ça violentes, derrière, vous pouvez toujours faire passer plus facilement des lois restrictives de liberté. Donc à chaque fois, évidemment, le pouvoir s'alimente de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens qui mènent ce genre d'attaques sont les ennemis de l'État. En réalité, elles contribuent à chaque fois à le renforcer et à asseoir sa domination. Et le citoyen étant complètement dépendant de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire il ne conçoit rien sans l'État. Pour lui, l'État doit l'accompagner du matin au soir de sa vie en lui expliquant comment on doit se brosser les dents et qu'est-ce qu'il faut manger, etc., sans avoir l'idée lui-même de le faire en autonomie. Eh bien, devant l'effondrement du maître, c'est-à-dire l'absence tout d'un coup d'État, de signal, vous avez vos portables, vous n'avez plus de réseau, on n'a plus d'informations, et alors là, je ne vous dis pas la panique du citoyen moyen. Une fois qu'il est privé de ses écrans, on lui enlève vraiment la présence du maître. Et l'animal comme ça, domestique privé du maître, il est dans une situation d'inconfort absolument terrible et intolérable. Donc il va
il est prêt à se prosterner aux pieds de n'importe quel individu qui va se présenter comme son nouveau maître. Et là, en l'occurrence, un individu qui sera assez habile pour profiter de la situation et incarner le retour de l'ordre tant désiré. Et là, les citoyens, évidemment, vont se jeter à ses pieds, pourvu qu'on nous rétablisse dans nos droits, dans notre confort, finalement, dans notre routine, et qu'on nous redonne cette situation de cage dorée à laquelle nous étions habitués et à laquelle nous tenons tant. Donc c'est aussi un des thèmes du livre. Tant qu'il y aura des individus pour incarner comme ça le maître à travers l'État, et il y en aura d'autres pour se prosterner à lui. C'est une relation ambivalente, hein, parce que l'État, on le déteste et on l'aime à la fois. C'est un peu c'est un peu la mère permissive, c'est-à-dire qu'elle cède à tous nos caprices, mais on la déteste et on veut toujours aller plus loin, et on veut qu'elle soit toujours plus dans notre vie et toujours un peu moins. Et finalement, on n'a pas d'existence propre en dehors de cet État. Et ça, c'est aussi un des thèmes qui me sont assez chers. Alors en voyant ce personnage finalement extrêmement opportuniste, là aussi extrêmement cynique, on se dit finalement, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des personnages qui restent tapis dans l'ombre, j'allais dire, en regardant la France s'effondrer, en se disant, quand il faudra faire un reset, d'ailleurs, un terme que vous utilisez dans le livre, je serai là et finalement ce sera peut-être la chance de ma vie. Absolument. Alors, je pense que là, il y a deux grandes catégories d'individus dans l'élite. Il y a les sincères, c'est-à-dire ceux qui croient réellement en leur bonté. Ils ne pensent pas du tout que ce soit un calcul de leur part. Ils sont vraiment persuadés que ce qu'ils font vaut pour le bien de l'humanité. C'est pour ça que je pense qu'ils ont ce degré des fois de fanatisme assez aigu, qu'ils veulent faire taire les opposants parce que de toute façon c'est pour la bonne cause, c'est toujours pour la bonne cause. Et vous avez les calculateurs, c'est-à-dire ceux qui savent très bien que cette posture morale paye et leur donne tout ce pouvoir. Et donc ceux-là, évidemment, comme je le laisse entendre dans ce livre, seront à mon avis pas les derniers à basculer dans l'absence totale de scrupules et se conduire de manière extrêmement perverse si le vent venait à tourner. Je pense qu'ils s'adapteront très vite à une nouvelle situation et retourneront leur veste rapidement. Donc ça aussi, il faudra essayer d'avoir du recul par rapport à la communication de ces gens-là, se dire que peut-être il n'y a pas forcément autant d'innocence qu'on veut bien le croire dans les grandes et belles déclarations de ces individus, que peut-être il y a une énorme part de calcul et que de toute façon, ces individus-là se battent pour le pouvoir et ils l'obtiendront quelle que soit la situation. Alors une dernière question, Laurent Berton, dans ce livre comme dans le précédent, évidemment, il y a la figure de Vincent Gite. Vous aviez écrit évidemment Utoya sur Anders Breivik. On peut penser aussi au Diable dans le ciel avec Andreas Lubitz. Finalement, pourquoi s'intéresser à ces personnages? On a l'impression que ce sont des criminels, mais finalement, de votre point de vue, ça pourrait être aussi des lanceurs d'alerte. Alors, en fait, ces personnages-là, donc c'est un peu l'archétype de l'individu justement qui est contre le Léviathan. C'est l'animal qui garde une part de sauvagerie, c'est-à-dire qu'il est mi-domestique, mi-sauvage, une sorte d'être hybride. Et on sait que les animaux hybrides comme ça peuvent être très instables et très dangereux. Ils sont en partie dans ce système, mais une part d'eux-mêmes ne le tolère pas et n'admet pas en fait d'être soumise aux règles de ce système. C'est-à-dire qu'en leur fort intérieur, ils sont convaincus qu'ils méritent beaucoup mieux et ils ne voient pas de manière d'acquérir le pouvoir autre que la violence, la rupture violente avec ce système. Parce que là, ils n'admettraient pas de jouer le jeu de la soumission, en fait, c'est-à-dire de faire comme tout le monde, une carrière, un cursus, pour avoir une bonne place dans ce monde-là. Ils ne l'admettent pas, donc ils vont s'opposer frontalement à lui. Évidemment, ce sont des individus, alors ils ont un moyen de nuisance limité. Donc ce sera toujours quelque chose de violent et de spectaculaire. Et je pense que notre société aujourd'hui, qui est justement par la pression qu'elle impose aux individus, par son caractère aliénant, va amener l'éclosion de beaucoup d'individus de ce type-là. Alors, beaucoup d'entre eux sont heureusement relativement bêtes et ne seront pas capables d'avoir une grande audience. Ils vont, les forcenés qui vont tirer par leurs fenêtres. Ça fera une ligne dans le journal, mais c'est pas énorme. Par contre, quand vous avez des individus comme Breivik ou comme Lubitz, qui ont une intelligence plus élaborée, ils vont prévoir des scénarios comme ça pour leur propre leur gloire, finalement, personnelle,
exceptionnel pour exister contre ce monde-là, donc en explosant d'une manière ou d'une autre à la face de ce monde-là. Donc c'est ce qu'incarne ce personnage, Vincent Gide, c'est cette espèce de refus total et absolu. Et donc ça crée un antagoniste avec, d'une part, cet être à moitié sauvage, et d'autre part, l'énorme appareil domestique. Et évidemment, l'appareil domestique a bien plus de chances de gagner à la fin. Les individus seuls ne peuvent rien contre ça. Mais je pense que ce sera une sorte de chant du cygne de cette espèce de sauvagerie qui reste en nous et qu'elle éclatera, ça et là, avant l'autoroute de la domestication totale et irrémédiable. Merci beaucoup Laurent Oberton. Merci à vous. Je vous rappelle à tous, donc c'est Guérilla, le tome 2, Le Temps des barbares. C'était déjà en tête d'Amazon dès sa sortie le 27, je crois, c'est ça ? Le 26, Le absolument. 26, autant pour moi. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. À bientôt.